vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du vendredi, merci de nous écouter, merci de votre fidélité, on est content. Ça va Philippe David ? Ça va très bien, je me félicite d'une chose à la fin de cette première semaine. Ah bon, d'accord, quoi ? C'est que je n'imaginais pas que je vous ai autant manqué pendant l'été. Vous avez un problème, ça ? Non ? Non, mais je l'ai ressenti, Non, ressenti. Ça n'a aucun un intérêt cette info. En revanche, si. moi j'ai une info importante. Ah, oulala. Voilà, j'ai une grande info. Voilà, j'ai réfléchi toute la soirée. Il vous reste 10 jours pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Vous qui nous écoutez. Ah oui, c'est pour faire le 16. des économies, oui. Ouais, oui, exactement. Ne rigolez pas, Philippe Bilger. Le 16 septembre. C'est le 16. Voilà, 16 septembre. C'est mon anniversaire. Et donc, je vous le dis en avance pour que nos auditeurs aient le temps de faire des économies, réfléchir à ce qu'ils avaient envie de m'offrir. Voilà, je trouve ça bien. Je l'ai noté, ma chère fille. C'est vrai, vous l'avez noté ? Ouais. Jurez-le. Je le jure. Ah, c'est bien. Vous verrez, le 7 septembre, c'est magnifique. vous aurez un cadeau plus somptueux que ces petites choses. Oh, dites donc. Dis donc, ça fait... Et ils seront spontanés, nos cadeaux. Ouais. Bien sûr, totalement spontanés. Vous êtes en train de noter Françoise de Gois Françoise de... Non, mais ça va. Ouais. C'est pas si je dois répondre. Oui. D'abord. Bonjour Françoise de Gois, d'ailleurs. Oui, je le note. Oui, je note. Urgent, envoyer un petit message d'amour. D'accord, très bien. À ma Cécile. Voilà, très bien, c'est bien. Merci beaucoup. Je serai pas là pour vous donner le cadeau. Vous notez aussi, c'est important. Alors on va en profiter parce que 10 jours plus tard, c'est le mien. Enfin, 11 jours plus tard. Bah là, j'aurais complètement oublié. Bon rappelez-nous, parce que là, cette date du 16 est très importante. Les amis, allez. En tout cas, merci de votre fidélité. Le grand débat du jour au sommaire de cette émission. Ne dites pas cohabitation, dites coexistence exigeante. C'est le terme employé par l'Élysée après la nomination de Michel Barnier à Matignon, un Premier ministre issu de LR qui choisit pour minimiser les risques de motion de censure. Emmanuel Macron n'a donc pas eu les mains totalement libres dans son choix. Parlons vrai, est-ce que Barnier est en position de force vu la difficulté de trouver un Premier ministre pour Emmanuel Macron ? Ou est-ce Macron qui est en position de force, comme le groupe Renaissance est beaucoup plus, macroniste est beaucoup plus puissant dans l'hémicycle que le groupe LR ? Et à cette question, qui va diriger la France ? Vous êtes dites à 68% Emmanuel Macron et donc à 32% Michel Barnier. C'est logique. Frédéric Sinclair sera avec nous, politologue. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, sacrifié sur l'autel du vice, selon les mots de Gisèle Pellicot, qui oppose sa dignité à son ex-mari et à une cinquantaine de accusés au procès du viol de Mazan, après avoir refusé le huis clos à ses violeurs pour que la honte change de camp. Elle vient de refuser les cagnottes de soutien ouvertes pour elle. Gisèle Pellicot souhaite préserver la dignité et la sérénité des débats. Est-ce que lancer des cagnottes sans l'aval des personnes concernées ne pose pas question ? Est-ce que cette initiative en plein procès n'est pas quand même un peu malvenue ? Et à cette question, saluez-vous la décision de Gisèle Pellicot de refuser des cagnottes pour préserver la dignité des débats ? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et on vous accueille avec nous, bien sûr, jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger. C'est fabuleux, Cécile, parce que lundi, il y a eu la reprise, c'est toujours un peu délicat. Et puis aujourd'hui, c'est un bonheur et en même temps, déjà la tristesse de devoir vous quitter jusqu'à lundi. Ah bon ? Donc je suis bien replongé dans les vraies voix. Ça y est. Même Philippe. Moi, je n'ai pas une là, dent. c'est par défaut. Je n'ai pas une dent symbolique contre lui comme François. Non, finalement, le cibler en permanence, ça en fait une victime et j'ai envie de le défendre. C'est Merci. ça le problème. Françoise Laborde est avec nous, journaliste et ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonsoir. L'ARCOM. Oui, absolument. L'œil. Ça fait peur. L'œil, oui, ça fait peur. Oui. Alors, je suis plus. Vous faites flipper, ça c'est sûr. Mais il y en a un autre qui fait flipper, c'est l'avocat pénaliste. Attention, Loïc Guérin est avec nous. Bonsoir Loïc. Ça va Loïc ? Tout va bien. Voilà, pour moi, c'est la rentrée, mais enfin, la rentrée chez vous en tout cas. Vous avez gagné récemment ? Ça arrive la semaine prochaine, donc par superstition, on va pas en parler. Non, ok. Je remise par devers moi cette question stupide. 0826 300 300. Avec notre auditeur du jour, Laurent de Bordeaux est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Laurent, vous avez un mea culpa à faire sur l'organisation des Jeux Olympiques que je partage avec vous, mais on revient dans un instant. En attendant, on écoute le répondeur. Oui, bonjour, Jean-François Pessac en Gironde. Emmanuel Macron, pendant 2 mois, a cherché le Premier ministre le moins mauvais. Il a finalement trouvé le meilleur. Voilà, c'est tout. Au revoir, merci.
Bah voilà, comme ça, c'est une opinion. C'est plus Juppé, le meilleur d'entre nous chez les Républicains. Maintenant, c'est Barnier. Non, mais disons que c'est une personnalité estimable et dont j'ai apprécié le petit discours hier à la suite du discours trop long de Gabriel Attal. Il a délicatement remis cet excellent Gabriel un petit peu à sa place. Et ce ne sera pas un mou, peut-être. Françoise Laborde. Oui, moi je suis assez d'accord. Je trouve que la passation de pouvoir entre Attal et Barnier disait beaucoup de choses. Et d'abord sur la stature de Barnier, qui est un homme politique. Et puis on a l'impression, quand on le voit, même physiquement, qu'on revient à une certaine élégance de la politique. Alors on sait que c'est un homme, en effet, qui prône l'apaisement, le dialogue et la conciliation, toutes qualités qui vont lui être bien utiles par les temps qui courent. Et c'est vrai qu'il y avait dans cette passation de pouvoir un peu aussi d'humour. Il a gentiment, en effet, remis un peu Gabriel Attal à sa place en le remerciant entre guillemets pour les leçons qu'il lui donnait. Et c'est vrai qu'il l'a fait avec humour et élégance. Je pense que dans la situation actuelle, sa capacité d'apaisement sera extrêmement importante. Loïc Guérin. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, en particulier Philippe Bilger. J'ai regardé quelques instants, les quelques minutes donc de passation. Discours trop long pour l'un, très court pour l'autre, très efficace pour l'autre justement, beaucoup moins pour le premier, avec un peu d'arrogance, surtout de suffisance vu son âge et son expérience. Et j'ai trouvé qu'effectivement, en quelques phrases bien ciselées, il avait dû mettre 2 ou 3 uppercuts assez intéressants qui promettent d'avoir au moins quelqu'un d'intelligent et qui sait garder sa place et son poste. C'est bon signe. Et il a dit d'ailleurs parler moins et agir davantage. Et bam, prends ça. Moi, je pensais que Philippe Bilger serait un petit peu ému qu'on ait taclé son petit chouchou. Non, mais Cécile, vous qui êtes d'une parfaite bonne foi, vous aurez. Non, mais je veux dire, vous aurez remarqué que j'ai parfois émis des critiques et des réserves sur Gabriel. Je continue à penser que c'est un jeune homme d'avenir. Il est évident qu'il sera peut-être candidat en 2027. Peut-être. Et Michel Barnier aussi. Oui, peut-être. Candidat en 2027. Alors là, François, je dirais non. Retour à Bordeaux. Mais peut-être que je me trompe. Avec Laurent, qui est avec nous. Laurent, vous voulez, comme beaucoup de gens d'ailleurs, faire un mea culpa sur l'organisation des Jeux Olympiques. Et oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un mea culpa. Et je reconnais que au départ, on m'avait dit que les JO, et je pensais aussi, seraient un désastre sécuritaire. Avec la multiplicité des actes de violence et d'agression, la montée de l'insécurité en France. Je pensais aussi que ça pouvait être un désastre médiatique, avec la dissolution voulue par notre président, et ça occupait tout l'espace politique, des journalistes et des médias, et que ça allait être aussi un désastre économique par la fuite des Parisiens et des réservations vous avez fait la totale, et des touristes. Donc moi je pensais que voilà, on allait dans ce sens-là, et mon mea culpa, c'est qu'au final, nous n'avons eu aucun problème majeur sur la sécurité. Il faut dire que Darmanin avait vraiment mis le paquet. Une couverture médiatique impressionnante, avec une réalisation de qualité, des sites historiques comme à Versailles. Un bilan économique que l'on espère favorable, avec un retour sur investissement avec des infrastructures qui vont rester, c'est certain. Alors c'est moite-moite pour les petits commerçants, hein. C'est pas top. C'est tourisme. C'est vrai. On va croiser les doigts pour le retour sur investissement et les infrastructures qui resteront pour nos futures générations. Et cerise sur le gâteau, finalement la France termine à la 5e place dans un enthousiasme débordant, c'est vrai, il faut reconnaître. Bilan, nous avons eu finalement une parenthèse, on va dire, un peu joyeuse cet été, et moi ça m'a permis de faire une déconnexion politique. Donc je pense que finalement on a passé un très bon été, sauf peut-être pour malheureusement Lucie Castet. C'est une thérapie. Les JO. En fait, le point de vue de Laurent montre à quel point la parenthèse des JO a été magique, y compris sur les plans de la sécurité. La justice n'a jamais mieux fonctionné. Ça va pas durer tout ça, mais c'était magique. Parenthèse enchantée, Françoise Laborde, Loïc Guérin, très court. Oui, parenthèse enchantée. On a vu une France heureuse d'être française, chantant la Marseillaise, etc. Celle qu'on n'entend pas toujours, celle qu'on voit pas toujours, celle qu'on voit dans les stades de rugby, quand même, je tiens à le dire. Et ça a fait plaisir et ça a fait du bien, bien sûr. Alors je devrais moi aussi faire mon mea culpa parce que j'ai été parmi les grands grogneurs. Je vais être par contre beaucoup plus têtu et je continue à être grogneur parce que j'attends la note. La note, parce que les activités judiciaires et autres ont été quasi stoppées. À Paris, le tribunal a fermé pendant 2 mois. Donc on va voir les encombrements en septembre. Et puis l'argent. J'attends la note.
L'argent. En attendant, dans un instant, la parole est au procureur. De quoi parle-t-on, mon cher procureur ? On parle d'un sujet tragique. Une athlète ougandaise a été brûlée vive au Kenya par son ex-compagnon. On en parle dans un instant et merci de lever ce voile sur ce terrible crime. 0826 300 300 Odor. J'ai voulu faire Aurore et Aude, j'ai fait les deux. Aude vous attend au standard bien entendu, on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble avec Philippe David avec un casting de choix aujourd'hui. Ah oui. Philippe Bilger, Françoise Laborde et Loïc Guérin. Et vous, au 0826 300 300. Des sujets importants, des tours de table passionnants, des discours avec des envolées lyriques. En tout cas, on vous le souhaite. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir. Et de quoi parle-t-on ? On va parler de Michel Barnier, évidemment. Il évoque des échanges énergiques avec les différents partis pour former son gouvernement. Des anneaux olympiques aussi qui vont rester sur la Tour Eiffel au moins jusqu'à 2028 avec les JO de Los Angeles. On verra pour la suite après. Et puis de Pernod Ricard qui renonce à son fameux partenariat avec le PSG suite au tollé provoqué du côté de Marseille. En 3 mots, eh bien, ça donne énergie, anneaux et Ricard. Allez, tout de suite, les réquisitoires du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur un terrible drame qui a eu lieu au Kenya que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Évidemment, les féminicides existent en France, il y en a trop, mais parfois, malgré les tragédies qu'ils représentent, je suis un peu agacé par un certain féminisme français qui analyse mal ces tragédies. En revanche, quand j'ai appris que au Kenya, une athlète ougandaise, je crois qu'elle a terminé 44e au marathon des Jeux Olympiques à Paris, a été brûlée vive par son ex-compagnon pour une histoire de chant. Peu importe d'ailleurs que ce soit un chant ou autre chose, d'un coup on se rend compte, même lorsqu'on est, comme je l'étais, peut-être trop indifférent à ces drames, que c'est partout, quoi. Et c'est dramatique, c'est la condition de l'homme et de la femme, c'est le rapport d'inégalité entre l'homme et la femme sous toutes les latitudes auxquelles, malheureusement, parfois dans ma quotidienneté, modestement, je participe. Donc c'est tragique et c'est terrifiant. Françoise Laborde. Ah mais je partage tellement ce que vient de dire Philippe et je pense que alors il y a cet exemple-là et puis il y a aussi toutes ces athlètes qui sont venus de Afghan, d'Iran qui se battent et qui se battent pour être libres et qui expliquent à quel point c'est compliqué pour elles et qui refusent de porter le voile alors que nous en France on a encore des débats en expliquant que c'est un attribut extrêmement élégant du vêtement et donc il faut oui bien sûr souligner le courage de ces femmes qui au péril de leur vie refusent de se soumettre aux injonctions religieuses et patriarcales. Loïc Guérin. Encore une fois, tout à fait d'accord. Également d'accord sur l'instrumentalisation par certaines politiques en France ou agitatrices, on va dire, de médias qui se prétendent les porte-drapeaux d'un féminisme qui en fait n'est rien d'autre qu'un sexisme inversé et qui à mon avis est contre-productif d'ailleurs en termes de gains sociétaux. Et là, effectivement, on est dans le cœur de la difficulté, le cœur du mal, si je puis dire, et avec un mal MAL. Et il faut évidemment corriger ce genre de choses. Il faut ne pas arrêter de le dénoncer, en particulier en Afghanistan, où on a un peu vite oublié. C'est passé par pertes et fracas, et on l'oublie. On a complètement négligé d'en parler dans les médias en général. Et d'ailleurs, moi, je suis frappée par... vous avez vu, enfin, j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas si le phénomène a pris beaucoup d'ampleur. Un certain nombre de ces femmes reprennent cette chanson au Bella Ciao. Oui. Parce que justement, on leur interdit de chanter. Elles ont repris à elles-mêmes ce chant révolutionnaire. Et je trouve que c'est extrêmement beau, extrêmement émouvant. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les trois mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont énergie, anneaux et Ricard. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier évoque des échanges énergiques avec les différents partis. Ni blocage, ni soutien inconditionnel, assure Gabriel Attal au nom du groupe macroniste. LR pose ses conditions pour entrer au gouvernement. Les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel au moins jusqu'au JO de Los Angeles en 2028, annonce Anne Hidalgo. On verra ensuite s'ils doivent vraiment rester sur place en souvenir. Et puis la pression était trop forte, même si on parle de pastis plus que de bière. Pernod Ricard renonce à son partenariat avec le PSG suite à la levée de boucliers des supporters marseillais. Les vraies voix Sud Radio.
Il a promis des changements et même des ruptures. Michel Barnier consulte les différents partis pour former son gouvernement. Gabriel Attal, désormais reçu en tant que président des députés Renaissance, assure qu'il n'y aura ni volonté de blocage, ni soutien inconditionnel du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. De leur côté, les chefs de file des parlementaires LR posent leurs conditions sur une éventuelle participation au gouvernement Barnier, à l'image du sénateur Les Républicains Bruno Retailleau. On est heureux que ce soit une personnalité comme celle, évidemment, de Michel Barnier, qui vient de LR, de notre famille politique, et il a tous les atouts pour réussir. Une des premières questions que nous lui avons posées, c'est quel Premier ministre il compte être. Est-ce que ce sera un Premier ministre collaborateur, auquel cas ça pourrait être sans nous, ou est-ce que c'est un Premier ministre de plein exercice, qui respecte l'article 20 de la Constitution, qui dit très précisément que c'est pas l'Élysée qui détermine et qui conduit la politique de la nation, mais c'est bien le Premier ministre et le gouvernement. Bruno Retailleau, au micro de l'agence France Presse. À ses côtés, Laurent Wauquiez, pour les députés LR, a lui aussi cité ses priorités pour un éventuel soutien au gouvernement Barnier. Alors, je cite Laurent Wauquiez, la revalorisation du travail, les comptes publics ou encore l'immigration et l'insécurité. En bref, la Fondation l'Abbé Pierre qui indique à l'instant vouloir changer de nom. Oui, communiqué de la Fondation dédiée à la lutte contre le mal logement. C'était pressenti, c'est désormais confirmé alors que 17 nouvelles accusations d'agression sexuelle visent son fondateur emblématique, l'Abbé Pierre, disparu en 2007. La Fondation Abbé Pierre qui va donc changer de nom. C'est pas fou alors qu'il a jamais été condamné ou quoi que ce soit. Non, mais tout de même, il découvre des choses que probablement on savait déjà à l'époque, et si on avait envie de faire des analyses psychologiques, je comprends très bien, sans les approuver bien sûr, le comportement, les actes d'un Abbé Pierre. Voilà un homme qui s'est toujours cru, parce qu'il était du bon côté, autorisé à faire des choses qui n'étaient pas permises au commun des mortels. Un mot, Françoise ou... Non, mais c'est très bien qu'on change de nom. On peut pas donner, continuer à une fondation de garder le nom de quelqu'un qui en apparence, en tout cas pour autant qu'on sache, se révèle être un prédateur sexuel. Ce qui me gêne, c'est peut-être l'avocat de la défense qui va parler, mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on parle d'un mort, qui évidemment n'est pas là pour répondre. Qu'on a effectivement une absence totale de décision judiciaire, même un ersatz de décision judiciaire, donc ce sont des accusations, et pour en avoir vu un certain nombre essaimés de ci, de là, et même parfois dans nos bureaux, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que parfois elles ne sont pas tout à fait fondées, voire même opportunistes, parce que ça permet, pour les uns, pour les autres, de se mettre en valeur. Alors je dis pas que c'est le cas ici, j'ai aucune idée, mais je mets juste un bémol, parce que comme on n'a pas la version adverse, opposée, il n'y a pas tellement d'équilibre dans l'accusation et ça me gêne profondément d'avoir une version et pas l'autre. C'est pas faux. Mais enfin, il semble qu'au sein de l'Église même, il y avait quand même un certain nombre de faisceaux concordants qui faisaient que certains qui parlaient de canonisation ont dit non, peut-être pas aller jusque-là parce qu'il y a un petit dossier sur le garçon. Après, sans vouloir l'accuser, peut-être que s'il change si vite de nom, c'est que, comme dit Philippe, c'est que déjà il y avait des choses qui... Bon, bref. Et le fait qu'il soit mort rend beaucoup plus valide les accusations. En un sens. Parce que, elle risque pas d'obtenir réparation, c'est sûr. Deuxième mot, les anneaux olympiques devraient rester sur la Tour Eiffel au moins durant les 4 prochaines années. Oui, choisissez votre camp. Il y a ceux qui veulent garder le souvenir, comme l'avait évoqué Anne Hidalgo, et puis tous ceux qui trouvent que la Tour Eiffel, quand même, elle était là avant les JO. Alors la maire de Paris, Anne Hidalgo, a donc décidé de temporiser au moins jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Et puis en 28, on verra. Si on ne peut toujours pas se passer de ces signes, de ces symboles majeurs qui nous rappelleront que ce n'était pas juste une parenthèse, mais que nous avons des droits et des devoirs, peut-être qu'après 28, ils resteront. Peut-être pas. On verra. La maire de Paris se dit aussi favorable au... En plus, je vous en prie. Mais on ne comprend pas en plus quand elle parle. Il nous reste des droits et des devoirs par rapport au quel rapport on a. Et puis, en effet, moi je suis contre. Voilà. Je crois qu'on est au dernier étage et peut-être même au sous-sol de la récupération politique. Et puis au nom de quoi c'est elle qui décide. En même temps, ça lui a peut-être coûté cher. Elle s'est dit, je vais en profiter un petit peu. Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher. Rien du tout. Oui. En tout cas, Anne Hidalgo se dit aussi favorable au maintien de la vasque dans Paris, même si elle sera éteinte, la flamme à l'issue des Jeux paralympiques dimanche. Et puis, vous en parliez, l'hommage aussi à cette marathonienne Rebecca Cheptegei, cette marathonienne ougandaise morte de ses blessures après avoir été brûlée vive par son compagnon, brûlée vive au Kenya. Un lieu sportif parisien va porter son nom. C'est aussi ce qu'a indiqué la maire de la capitale aujourd'hui. Et le troisième mot, pastis, le groupe Pernod Ricard qui renonce à son partenariat avec le PSG. Oui, ça c'est dingue. À la pression des supporters marseillais, le numéro 2 mondial des spiritueux ne
ne sponsorisera finalement donc pas le Paris Saint-Germain. La nouvelle avait même provoqué des appels au boycott, tout de même dans la cité phocéenne. Alors certains s'étaient sentis effectivement dépossédés d'un symbole. En réalité, le groupe Pernod Ricard, ça va bien au-delà du Ricard, et ce partenariat visait à promouvoir des marques de whisky et de champagne, surtout à l'international. Mais bon, c'est comme ça, il y a des symboles qui vont au-delà du rationnel, analyse le consultant sportif Louis-Marie Valin. Ce partenariat, il avait été pensé à l'international. Le marché est saturé en France, le développement il passe nécessairement par l'international, il faut communiquer sur la France. Donc le PSG étant le plus gros vecteur de communication à l'international, c'était sans doute le meilleur outil marketing à utiliser. Le problème, c'est que à un moment donné, on ne peut pas diluer, sans mauvais jeu de mots, son identité comme l'a fait Pernod Ricard. Et en fait, ils n'ont pas fait le lien, je pense, tout de suite entre l'image de la marque et le pastis qui va se boire en France. Est-ce qu'ils ont eu raison de ne pas forcer la main ? À mon avis, oui. Louis-Marie Valin avec François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Voilà, ça sera pas dilué. Pourquoi ils n'ont pas sorti la marque en disant on fait tout le reste, sauf ça qui est marseillais. Voilà. Oui. Les gens se sont arrêtés au nom du groupe et il y avait Ricard dedans. Donc, voilà. On se dit, mais qui s'occupe de marketing dans ce groupe Ricard ? Je veux dire, c'est tellement évident que les Marseillais détestent le PSG que c'est une folie de décider de parrainer. Ou bien on prend une autre marque du groupe en disant le whisky Tartemuche ou il faut mettre de l'eau pétillante. Un Ricard sinon rien et c'est rien. Mais c'était absurde sur le plan. Mais surtout que géographiquement, pour qui connaît le Vieux-Port à Marseille, ils ont des locaux un peu prestigieux Ricard en plein au milieu. Et il jouxte le bar de Marseille, de l'OM, là où on va regarder tous les matchs quand on est un vrai supporter. Donc, mais ils produisent à Lille. Mais ils produisent à Lille. Hein. Oui. Autre chose. Le nom est quand même attaché à la ville. C'est quand même un peu. Je peux comprendre. Avec donc sa nomination à Matignon et une refonte du gouvernement, Michel Barnier tient aujourd'hui les rênes. En tout cas, on espère. Oui, parlons vrai. Est-ce que Barnier est en position de force vu la difficulté qu'a eu Macron à trouver un Premier ministre ? Ou est-ce Macron qui est en position de force puisqu'à l'Assemblée, il y a plus de députés macronistes que LR. Et à cette question, qui va diriger la France ? Vous dites à 68% Emmanuel Macron et à 32% Michel Barnier. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et comme nous sommes très en retard, on accueille quand même Frédéric Sinclair, politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question très courte, réponse très courte. Matignon, est-ce que c'est un fauteuil pour deux ? Je dirais ça peut. Ouais, ça vous a été parfait. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On n'en a pas fini avec vous puisqu'on est ensemble jusqu'à 19h et je vous vois dans votre petite voiture dire ouais, je suis trop content, c'est cool. Mais bien sûr, mais rigolez pas François, je vous assure. Mais je sais. On a des caméras dans toutes les photos, dans toutes les voitures. En plus, on sort du bureau, c'est le début du week-end. Yeah, la vie est belle. Jean-Pierre, regardez attention derrière vous, vous qui êtes en voiture. Avec nous aujourd'hui, Loïc. Oui, c'est la fin de la semaine. Non, mais c'est parce que Marchit a failli se retourner. Il doit se dire, mais elle est complètement. Oui, effectivement, Maxime, je suis complètement folle. Loïc Garrett avec nous, Françoise Laborde et Philippe Bilger, bien entendu. Allez, on envoie le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre ? Je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité, même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. D'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et puis vis-à-vis des élus locaux qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur. Je dirai la vérité. Et donc on vient d'apprendre qu'on ne peut pas dire cohabitation, on va dire coexistence exigeante. C'est le terme employé à l'Élysée après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Un Premier ministre issu des LR, on le sait, est choisi pour minimiser forcément les risques de motion de censure. Emmanuel Macron n'a donc pas forcément les mains totalement libres dans son choix. Alors parlons vrai, est-ce que Macron est dans une situation où le maintien de Barnier à Matignon est son assurance vie ? Ou est-ce que l'écart d'âge entre les deux hommes est un avantage pour Barnier ? Et à cette question, qui va diriger la France ? Un Macron, deux Barnier, vous dites à 68% Emmanuel Macron, 32% Michel Barnier bien évidemment. Vous voulez réagir ? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Avec notre invité Frédéric Sinclair est avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite publiée chez Salvatore et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal, publiée à la Nouvelle Librairie. Ce titre que on adore, Philippe
Bilger. Même si, ma chère Cécile, mon cher Philippe, il nous faudrait 2 heures pour discuter de ce thème qui est passionnant, et je vais aller très vite. Au fond, je continue à penser que dans cette cohabitation, c'est Michel Barnier qui va avoir le dessus, mais avec beaucoup de courtoisie et de respect, parce que c'est dans sa nature. Le fait que ce soit Alexis Collère qui ait levé le pouce en faveur de Michel Barnier et qu'il soit ami ne change rien à mon point de vue. Jusqu'à la nomination de Michel Barnier, le président de la République a cru qu'il avait gagné les élections alors qu'il les a perdues, et c'est un président défait aujourd'hui qui va devoir supporter une cohabitation. D'ailleurs, l'Élysée a déjà commencé à couper les fils avec Matignon. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais il semble que Emmanuel Macron se soit déjà accommodé d'un rôle qui sera tout nouveau pour lui, où, comme il l'a dit à des proches, il sera obligé de présider, alors qu'avant il était un président qui gouvernait. Eh bien, je crois, j'espère en tout cas, que Michel Barnier, derrière sa courtoisie, aura la rigueur et l'exigence nécessaires, et qu'il appliquera tout de même le programme des Républicains et plus largement de la droite, puisque, pardon de rappeler cette évidence, Emmanuel Macron a été défait. Loïc Guérin. Alors, ça me donne une impression un peu contrastée. J'y réfléchissais tout à l'heure en vous écoutant, et je me dis, d'un côté, ce qui est en train d'arriver est une bonne chose, si je regarde du côté gouvernement, rapport entre un gouvernement et le président, et d'un autre côté, j'ai une impression assez négative quand je regarde du côté du Parlement. Je m'explique en un mot. Jusque-là, on avait un président qui faisait un peu tout, des gouvernants qui n'étaient finalement que des pastiches, en tout cas c'était l'impression que ça donnait, des exécutants qui étaient aux ordres grosso modo de l'Élysée, qui faisaient en tout cas ce qu'on leur demandait de faire, ce qui n'est pas, à mon sens, dans l'esprit de la 5e. Là, on va peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village sur ce terrain-là. En revanche, du côté parlementaire, ce qui me gêne un petit peu, c'est que les ultra-minoritaires ou les minoritaires pourront, minoritaires avec parfois des groupes importants, jouer un peu les Cassandres, jouer un peu de l'influence, et on retrouve un petit peu les limites que la 5e République avait pour but de corriger, de la 4e et de la 3e, avec une instabilité permanente, avec finalement le dernier pourcentage qui dicte la politique, alors qu'il est peut-être le moins disant en termes de pourcentage. Françoise Laborde. Moi, ce qui me frappe, c'est le débat sémantique où l'Élysée dit « Ah non, c'est pas une cohabitation, c'est une coexistence. » Et déjà, on sent le malaise, quoi. On dit, mais on a envie de dire, mais franchement, non, ça va, voilà, laisse tomber. Exigeante, coexistence. Donc c'est puéril à un moment donné. C'est tellement enfantin de dire « Ah mais non, c'est pas une cohabitation, c'est une coexistence. » Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, et c'est ridicule pour dire le fond de la pensée. Moi, je trouve intéressant d'avoir entendu, en effet, Michel Barnier dire sur le perron, alors on aura son discours de politique générale plus tard, mais déjà de marquer à grands traits ces thèmes régaliens sur lesquels il compte agir, c'est-à-dire la sécurité, l'éducation, etc., etc. Après, la question du vote du budget, bien sûr que l'Assemblée ne va pas voter le budget, mais ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'il ne vote pas la défiance. Donc on pourra avoir, si ce n'est un soutien massif, du moins une non-défiance. Et puis, si en effet Barnier a l'habileté, et je pense qu'il en est capable, n'oubliez pas qu'il a quand même négocié avec nos camarades britanniques le Brexit, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir les nerfs solides quand même pour discuter avec la perfide Albion. Pas d'anglophobie, s'il vous plaît. Attendez, au rugby, on leur met une pelle à chaque fois, donc quand même. Allez, bam, ça c'est gratuit, c'est cadeau. Donc non, mais je pense qu'en plus, s'il a la sagesse d'arriver à se maintenir quelques mois, il peut prendre une stature plus importante. Et Philippe disait, il sera pas là en 2027. Moi, j'y mettrai pas ma main à couper, parce que, et ce qui est très intéressant, c'est que, alors pardon, vous allez dire c'est une réaction de bonne femme, mais j'assume. Il fait président de la République. Ah oui, vous le voyez physiquement, il n'a pas l'air d'avoir 72 ans. Il a l'air plus jeune qu'Édouard Philippe. Il porte beau, comme on disait autrefois, et il a une stature un peu gauliane, un peu présidentielle. Et on a l'impression de revenir à quelque chose de la vraie politique, sérieuse, avec des gens qui pèsent leurs mots, qui savent de quoi ils parlent, qui parlent de leur expérience. La façon dont il a taclé Emmanuel Attal, encore avec un peu d'ironie, était parfaitement faite, tout en étant extrêmement courtois. Je crois qu'il y a là un défi qui est vraiment sur le style l'anti-Macron. Frédéric Sinclair,
Il a été élu pour la première fois conseiller général sous Pompidou, première fois député sous Giscard. Est-ce que c'est le retour de la politique à l'ancienne avec Michel Barnier ? Je crois qu'en réalité, cette politique à l'ancienne, telle qu'on l'appelle, elle constitue à peu près un territoire inclus 90% de notre classe politique. C'est-à-dire que la Macronie est un peu un ersatz de la politique, qui est d'ailleurs en train de s'éteindre. Elle a des caractéristiques qui sont propres au XXIe siècle. Ce que je dis là, c'est pas tant une critique de la Macronie qu'une espèce de radioscopie de notre classe politique. Rentrer dans le XXIe siècle, c'est pas si facile. Et j'ai tendance à croire que Michel Barnier et bon nombre de responsables politiques n'y sont pas rentrés, parce que la question identitaire ne fait pas partie de leur logiciel, elle fait partie du logiciel d'Emmanuel Macron, qui est un libéral identitaire. C'est la question du thumos, qui habite Platon, qui habite un Canadien comme Charles Taylor, et qui fait que la reconnaissance culturelle des minorités est une notion essentielle. Et quand on veut traiter la question de l'immigration, quand on veut traiter la question de l'islamisation de la France, quand on veut traiter la question de l'islamisation même du trottoir, de notre carré de trottoir, comment on fait face à la multiplication des voiles, des boutiques halal, etc., etc. Il faut avoir intégrer cette notion-là sans jugement, juste pouvoir l'analyser correctement et prendre ensuite parti. Et en fait, ces gens qui sont de l'ancienne génération, ils sont très attachés à l'article 1 de notre Constitution. Cet article 1, il dit la chose suivante, que la République ne reconnaît pas les religions, etc., etc., et les races. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce d'invisibilisation du problème. Donc, je suis pas certain qu'en réalité, cette politique à l'ancienne apporte des solutions. En revanche, ce qu'elle peut faire, et c'est pour ça que le terme de moratoire de Michel Barnier était intéressant, c'est que sur ces sujets qui sont extrêmement clivants, parce que je rappelle que c'est bien ça qui a empêché le Rassemblement national d'arriver en majorité au Parlement, c'est le fait que il avait sur la question identitaire une position qui le rejette à ce qu'on appelle l'extrême droite et donc qui est repoussée par une partie du centre et de la gauche. Et donc cette question-là, le moratoire dit on va faire une pause. Et bien peut-être que juste cette chose-là, juste ça, on va faire une pause, ça va permettre aux esprits de se calmer un petit peu de temps. Et je crois que c'est le seul élément qui peut permettre à Barnier de durer. Sur tous les autres sujets, le budget, l'économie, etc., 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 de toute façon, on est pris dans des courants qui nous dépassent, et j'allais dire, c'est presque au jour le jour qu'on va voir la politique se faire. Sur cette question-là, qui est absolument déterminante, il va falloir jouer très très serré. Le Rassemblement national a posé un revolver sur la tempe du Premier ministre. Il ne tire pas pour l'instant, mais il peut à n'importe quel moment. Philippe Bilger, ça c'était les propositions de Michel Barnier, candidat à la primaire, le moratoire notamment. Oui, alors je n'ai pas les capacités d'abstraction de notre ami Frédéric Sinclair. Moi, je vois les choses me semble-t-il, plus simplement. Je m'interroge sur l'attitude du Rassemblement national, et c'est une question, bien sûr, puisque d'une certaine manière, il a levé le pouce en faveur de Michel Barnier en disant on va voir son discours de politique générale, mais j'espère que ça n'est pas pour mieux réprimer ensuite. Je veux dire, on pourrait imaginer un scénario où il donne de l'espoir et où ensuite le Rassemblement national, considérant que le discours ne correspond pas à ce qu'il souhaitait, baisse le pouce, et donc on est de nouveau dans une catastrophe absolue. Qu'est-ce que c'est possible à votre avis, Frédéric ? Alors c'est possible. J'ai tendance à croire que ils ont intérêt à ce que ça se passe pas. J'ai tendance à croire que le Rassemblement national a compris que globalement la classe politique peut se rebiffer très fort contre lui et lui enlever la majorité, même quand il est dans une position où on est à peu près sûr à une semaine qu'il va mettre 300 députés au Parlement. On se retrouve avec 125, c'est-à-dire le choc a été rude. Donc là, il y a un gros aggiornamento qui est en train de se dérouler au sein du RN. Il me semble que pour l'instant, ils ont plutôt intérêt à ce que quelqu'un qui soit, allez, on va oser dire, plutôt en faveur d'une régulation de l'immigration et d'un certain nombre de phénomènes connexes au gouvernement, et qui aurait tendance à tenir la bride serrée à Emmanuel Macron et à son libéralisme plutôt inclusif, j'ai l'impression que le Rassemblement national aille gagner à ce type de politique. Allez, en revanche,
Juste un mot. En revanche, il est possible que pour, encore une fois, des raisons très politiciennes, une semaine après, la chose dérape parce qu'il sent qu'il y a une recomposition à droite entre LR et puis Édouard Philippe, etc., le MoDem, qui sont en train d'essayer de recomposer quelque chose en prévision de 2027, qu'ils veulent leur couper l'herbe sous le pied en disant on peut pas se permettre d'avoir ce type de Premier ministre face à nous. Allez, direction Bordeaux avec Laurent qui est avec nous, qui veut réagir. Laurent ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Écoutez, moi j'écoutais attentivement le débat. Et je m'interroge beaucoup parce que pour moi, ce n'est ni Macron ni Barnier qui vont diriger la France. C'est ce qui m'inquiète un peu parce qu'en réalité, nous le savons un peu tous, c'est essentiellement l'Europe avec Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. En effet, c'est elle qui tient les rênes, parce que chaque décision qui est prise, qu'elle soit économique, fiscale, climatique, migratoire, est dictée par Bruxelles. Donc alors, je pense que Macron va pouvoir jouer sa partition à Paris, mais c'est Ursula von der Leyen qui va imposer les règles du jeu, et notamment par le biais de l'endettement des différents pays. Donc elle va pouvoir nous tenir comme cela. Donc maintenant, elle a été réélue malgré un procès qu'elle a actuellement. Et alors, il est temps de dire, je pense, que le véritable pouvoir est à Bruxelles, pas à l'Élysée. Par contre, l'espoir vient de Michel Barnier, de son âge, comme on a dit, 73 ans, de son expérience de négociation. C'est lui qui va décider, soit il décide d'entendre la souffrance des Français, les doutes, la peur, les revendications des Français. S'il arrive à s'imposer vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il peut nous surprendre. Mais malheureusement, nous le savons tous, Bruxelles est présent et restera primordial dans toutes les décisions. Et bien voilà, merci beaucoup en tout cas de vous restez avec nous, hein, Laurent. Dans un instant, on va jouer avec vous. En attendant, merci beaucoup Frédéric Sinclair d'avoir été avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore, et de L'extrême droite expliqué à Marie Chantal, publié à la Nouvelle Librairie. Merci de nous avoir accordé votre temps. Vous restez avec nous, avec Philippe Bilger, avec Loïc Guérin et avec Françoise Laborde et Philippe David, bien sûr, parce qu'il est toujours là, Philippe David. Il a mis le tableau d'affichage en route. Il a mis le tableau d'affichage. Ah bah oui, c'est les comptages de points du qui c'est qui l'a dit. D'accord, les JO du qui c'est qui l'a dit. Enfin, il n'y a pas de médaille à gagner. Hein. Ah bah si, il y a des médailles. Bien sûr que si, il y a des médailles. Au moins, on est content de gagner. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec évidemment Cécile de Ménibus et votre serviteur dans la cabine de pilotage et des passagers dont on sait qu'ils vont devenir turbulents pour le qui c'est qui l'a dit, avec Philippe Bilger, dont le comportement dans ce jeu est régulièrement d'une malhonnêteté qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Plus depuis lundi. Françoise Laborde, qui est un modèle d'intégrité dans ce domaine. Et qui perd à chaque fois. Mais ça va venir, vous savez, il faut attendre. Il faut changer de logiciel. Je perds aussi à chaque fois, donc je dois être honnête. Loïc Guérin, qui si jamais Philippe Bilger me mettait au tribunal pour les propos que j'ai tenus, viendrait me défendre, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ça pour un pénaliste. Les causes désespérées. C'est bien pour un pénaliste de dire je dois être honnête. On espère. On vous le dit, on espère. Enfin bref, après vous faites ce que vous voulez. Je dois apparaître comme tel en tout cas. Voilà, c'est ça. Après on fait ça. Laurent, vous êtes prêt? Oui, bonsoir. Tout à fait, toujours là. Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Il faut lancer le jeu, allez-y. Hein. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Laurent, vous êtes contre tous, d'accord? Et on va faire en sorte que vous puissiez gagner, en tout cas avoir un bon résultat. Question qui c'est qui l'a dit, on commence à 3 points. Bam! Je suis très en colère. C'est une trahison. Le président de la République se place en cohabitation avec le Rassemblement national. Nous censurerons le gouvernement Barnier. Laurent. Lucie Castet. Bonne réponse de Laurent. Lucie Castet, ex-future première ministre. Qui c'est qui l'a dit à 3 points. C'est le premier épisode d'une longue saga. Premier épisode, on nomme un premier ministre. Deuxième épisode, on a un gouvernement. Troisième épisode, le budget. Laurent, c'est quelqu'un qui porte le même prénom que vous. Même prénom. Laurent, donc, forcément. Oui. Bravo. Ça vaut 10 points, ça. Laurent. Ça finit en I. C'est Jacobelli. Bonne réponse de Philippe Bilger. On paraissait ne pas savoir. Laurent Jacobelli, député RN. Tout à fait.
Alors, question qui c'est qui l'a dit 3 points sur la nomination de Michel Barnier. Nous sommes passés du front républicain à l'affront républicain. Laurent. C'est bon. Ils ont... Je sais pas. La Front républicain, Raphaël Arnaud? Non. Mélenchon. Non. Non, c'est pas la FI. C'est pas les filles de Tondelier. Bonne réponse de Philippe C'est Bilger. assez bon comme formule. Oui. Oh, elle était facile, hein. Ah oui, c'est Oui, tous ces mais- politiques Oui. qui font des phrases. Ah oui. Ils y passent la Oui, nuit. mais de Tondelier, c'est... Il devrait rejoindre Ricard, peut-être. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? On arrive à un président de la République qui nous fait du en même temps de droite et d'extrême droite. C'est scandaleux. Absolument scandaleux. Laurent, c'est une femme encore. C'est une femme. De droite et d'extrême droite. Sandrine Rousseau. Donc c'est quelqu'un de gauche. Non. Oui, allez-y. Langaucha, Laurent? Jean Gauchat. Rousseau, Non. Non. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Il y a quelqu'un de très joli à gauche. Oh, je vous en prie. Quel âge? Bah oui. Que ce soit petite cinquantaine. Gaieté. Non. Non, un peu Elle est plus âgée que ça. blonde, avec les cheveux courts. Je crois que bonne réponse. Il a été plus rapide. Pardon, François, j'ai été trop vif. Pardon, mais elle est très jolie. Ah oui, non, mais je D'accord, croyais ok. que vous parliez de quelqu'un d'autre. Non, bah non, il y a des Ça, c'est Ségolène C'est Royal. la femmes famille. intelligentes et très jolies. Question qui c'est qui Et l'a je l'aime dit bien en plus. 3 points. Michel Barnier est certes un homme honnête, mais il incarne la soumission totale à l'Union européenne. Laurent. Oui, c'est notre ancien député de droite qui est passé sur votre chaîne. C'est Candidat à la présidentielle. Il a un nom double Ça ou pas pourrait être du... oui. Philippe. Ça pourrait être du Dupont-Aignan. Bonne Voilà. réponse de Philippe Bilger, Nicolas Dupont-Aignan. Ah, c'est pas mal, Eh Philippe, on oui, est tout pas à mal. fait. Oh, Ah, du non. Dupont-Aignan, tout à fait. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Ça n'a pas de sens de demander si le voile est féministe. C'est comme demander si le rouge à lèvres est féministe. Ah oui, j'ai vu ça. Laurent, Le début. Ça n'a pas de sens de demander si le voile est féministe. C'est comme demander si le rouge à lèvres est féministe. Un député. Un député. Oui, oui. Mais qu'on ne connaît pas. Bonne réponse. Oui, bonne réponse de Laurent. Raphaël Arnaud, député LFI ce matin sur Sud Radio. Bravo, Laurent. Très bien. Il écoute Sud Radio Question, toute la journée. qui c'est c'est bien. qui l'a dit d'un point? La 5e République est à bout de souffle, la Macronie c'est terminé. Laurent. Tout le monde. Qu'est-ce qu'elle dit ça? C'est un député. Ouais. Un député Qui n'est plus dans un parti politique. Ouais, qui a été exclu de son parti. Exclu. Laurent. Ciotti. Non. Et son épouse aussi. Laurent. Le maire de Béziers. Garrido, Corbière. Corbière, bonne réponse Philippe. de Philippe Bilger qui engrange un point. Alexis Corbière, député d'hiver gauche. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Quand Michel Barnier dit qu'il va gouverner avec tout le monde, à qui s'adresse-t-il? À la gauche? Non, à l'extrême droite, dont il a très bien compris que sa survie dépendait d'elle. Aucune personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement. Olivier Facile. Faure. Ouais. Oui, vous avez été plus rapide, mais c'était à Laurent. Un point pour pardon, Françoise Laurent, je vous Laborde. donne le point. Allez. Je te donne mon point à Laurent. Eh bien, parce c'est que Philippe j'ai Bilger répondu qui a trop gagné. vite. Ah, il était dans une forme là. Mais c'est quand je suis de bonne humeur, je fais attention à ce que je dis. Ah, bah, Ça c'est vous arrive d'être de bonne humeur? Oui, rarement. Le vendredi, en tout cas. Parce qu'il ne voit pas le week-end, c'est pour ça. Non, et j'aime beaucoup mes adorables contradicteurs. Eh bien Merci, voilà, Philippe. notre ami Laurent, on vous remercie, on vous fait des gros bisous. C'était un plaisir. Vous allez faire quoi ce week-end? Eh bien, écoutez, on va profiter du très mauvais temps qui s'annonce. D'accord. Donc, écoutez, on va s'occuper un peu, on va jardiner, on va s'occuper de la famille et on va se reposer pour attaquer la semaine après les vacances, malheureusement. Bah oui, bah en tout cas ça c'est une très bonne résolution. Ah, On vous c'est bien. embrasse et merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. On Merci fait une beaucoup. petite pause dans une petite dizaine de minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Un très grand livre de Jean-Michel Blanquer. Françoise Laborde. La rentrée littéraire. Et avec vous, Loïc. Les actions qui sont intentées par le FBI et le département de la justice contre les influenceurs russes avec des révélations assez intéressantes. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et on est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Alors que Philippe Bilger faisait une petite pause bonbon. C'est un gourmand. Avec Loïc Guérin, Françoise Laborde révisait ses devoirs de son tour de table de l'actu des vraies voix.
Hein, c'est ça? Je suis à fond dessus. Ah ouais, d'accord, à fond dessus. Elle n'a pas fini son travail. En attendant, dans un instant, nous serons avec Anthony Martin-Smith. Bonjour, comment ça va Anthony? Bonjour, bien vous. Ouais, judoka paralympique et consultant Sud Radio. On va revenir à vous dans quelques instants. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt, comme mon coup de gueule se passe à Londres, la crème anglaise au milieu du pudding. Direction Londres, donc, où une nouvelle ligne de bus reliant les quartiers de Golden Green et de Stamford Hill, qui comptent chacun une forte communauté juive, a été inaugurée par le maire Sadiq Khan. Une ligne pas comme les autres, puisqu'elle a été mise en place afin, je cite le maire de Londres, d'aider les citoyens de confession juive à se sentir en sécurité lors de leurs déplacements, avant d'ajouter, nous devons être de bons alliés pour nos amis et voisins de confession juive. Une communauté juive qui demandait cette ligne depuis plus de 15 ans, car ses membres qui devaient changer de ligne à la station Finsbury Park subissaient entre autres joyeuseté, insultes et violences verbales quand ce n'était pas pire. Finsbury Park, ça vous dit quelque chose? Le monde entier a entendu parler de son imam jusqu'en 2004, Abu Hamza, qui purge depuis une peine de détention à perpétuité aux USA pour prise d'otages et terrorisme. Un imam qui appelait dans sa mosquée et devant sa mosquée à l'instauration d'un califat et soutenait ouvertement Ben Laden. Un imam qui avait dit lors d'un de ses prêches, accrochez-vous bien, Allah aime ceux qui croient en lui, qui tuent ceux qui ne croient pas en lui, Allah aime ça, alors si vous musulmans n'aimez pas ça parce que vous détestez le sang, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Un imam qui le 11 septembre 2002 organisait une conférence anniversaire du 11 septembre 2001, lors de laquelle il fit l'éloge des terroristes. Inutile de dire qu'on imagine l'accueil reçu par les juifs londoniens changeant de bus à Finsbury Park, on imagine également l'accueil reçu par des filles en mini-jupe dans ce quartier, et on se félicite qu'ils puissent voyager, on l'espère, en toute sécurité, mais est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de fermer les lieux de culte qui propagent la haine à la première incartade? Poser la question, c'est y répondre. Philippe Bilger. Bien sûr, fermer aurait été nécessaire, mais j'espère que ce qui se passe là-bas n'est pas une déplorable préfiguration de ce qui pourrait advenir chez nous, où beaucoup de juifs quittent le 9-3, partent en Israël et se sentent en danger chez nous. En insécurité. Françoise Laborde. Bah oui, moi personnellement je trouve que c'est une honte, se dire qu'on a besoin de créer des bus réservés à une catégorie de citoyens pour les protéger, en l'occurrence protéger les citoyens juifs contre l'antisémitisme, c'est une honte. Et c'est vrai qu'on nous a tellement vanté le modèle communautaire anglo-saxon, britannique, en nous disant, voyez, vous les Français, vous êtes des ânes, vous voulez absolument intégrer tout le monde, votre laïcité, ça n'a pas de sens, alors que regardez, les Britanniques cohabitent avec tellement d'harmonie. Alors il y a même la charia qui existe dans certains quartiers de Londres, elle est appliquée, notamment pour toutes les règles concernant la vie de famille. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on arrive à l'absurdité du système. Donc, oui, c'est une honte. Et oui, j'espère bien, comme Philippe, qu'on ne sera pas condamné à faire la même chose. On sait que beaucoup de nos compatriotes de confession juive sont, y compris, obligés d'enlever tout signe extérieur, les kippas, les mezuzahs à l'entrée des maisons, parce que justement, ils ont peur. Et les demandes d'Alia, d'après ce que j'ai vu, ont augmenté de 250% en France. Loïc Guérin. Dans la même ligne, si ce n'est que je suis presque même plus inquiet encore, parce que pour que tout kidam abruti, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, qui voudrait viser justement la communauté juive en Angleterre, on est en train de mettre une cible sur leur dos d'une certaine manière aussi, parce que la ligne en question sera d'une facilité absolue, on saura qu'on fait du 100% juif quand on fait sauter la ligne en question. Oui, c'est vrai. C'est très juste. Allez, direction les JO avec un peu plus de joie et de bonne humeur, avec notre consultant Sud Radio qui est avec nous, judoka paralympique Anthony Martin-Smith. Comment ça va? Est-ce qu'on est heureux aujourd'hui? Bah, écoutez, oui et non. Oui, parce que on est toujours. J'aime bien quand il est fâché. J'aime bien. Non, je suis pas encore fâché, mais ça va venir. Il est ceinture noire 3e Dan. Faut pas qu'il se fâche trop. C'est pour ça qu'il est loin. On est classé toujours dans le top 8, ça c'était l'objectif qui avait été fixé par le président de la République et puis le ministère des Sports, mais on est descendu à la 6e place, laissant l'Italie nous devancer. Nous sommes à 17 titres pour 64 médailles. Demain, nous avons des objectifs de médailles
assurée. En tout cas, on l'espère fortement sur le judo, avec 5 athlètes qui vont combattre. Et puis, cette grande finale attendue comme si c'était la finale de 98 en cécifoot France-Argentine, où les Français sembleraient être favoris. Et puis ça fait une revanche du football tout court, France-Argentine, la dernière finale de Coupe du Monde. Ouais, peut-être que nous subirons un sort différent. On peut espérer encore combien de médailles ? Quelle qu'elle soit. Écoutez, il y a encore la natation là ce soir qui va tomber. Aujourd'hui, on a eu du cyclisme, on a eu de l'argent et du bronze. C'est vrai qu'on sent que là, on arrive sur un rythme qui s'estompe peu à peu, mais je pense qu'une dizaine de médailles sont encore possibles. Ah, c'est bien. À votre avis, Anthony, pourquoi on est si fort en cyclisme, par exemple ? Est-ce qu'il y a des entraîneurs très remarquables ou les coureurs eux-mêmes ? Vous savez, le cyclisme, comme la natation d'ailleurs, ce sont 2 sports qui sont régulièrement conseillés dans la rééducation, lorsque vous avez un accident notamment. Donc c'est un petit peu les sports vers lesquels on vous dirige automatiquement. Voilà pourquoi je pense que on a des niveaux aussi élevés, et puis parce que ce sont des sports comme l'athlétisme sur lesquels on a décidé de mettre beaucoup de moyens. Dernière question, il y a un article de Libération qui vous a fait réagir sur les personnes en situation de handicap, Anthony Martin-Smith. Pas que moi, effectivement, les Jeux paralympiques, si on l'espère, vont changer le regard sur les sports dits et appelés les parasports, et on en a parlé cette semaine, transformant l'appréciation qu'on en a sur des handicapés faisant du sport comme des véritables athlètes de haut niveau. Cette semaine a été malheureusement marquée par des soucis au niveau de l'organisation. Un chien guide refusé à Versailles sur l'installation du château de Versailles. Des personnes en situation de handicap, là aussi, Salim Mejnaini posait son coup de gueule en début de semaine pour un refus d'accès sur le stade Tour Eiffel. Les Jeux paralympiques vont pas malheureusement changer le regard que l'on porte sur nos personnes en situation de handicap, et pour preuve cet article de Libération qui s'attaque aux problèmes de tricherie et de filouterie dans le judo, dans le para-judo particulièrement, sur les classifications où des personnes malhonnêtes, mal intentionnées, et effectivement ça existe et de moins en moins essayent de tromper les examens de classification. Il y a cette phrase malheureuse, je vous la cite: c'est en salle d'échauffement, cet athlète J1, donc a priori non-voyant, qui répond au loin et par réflexe au salut d'un entraîneur, où cet autre athlète aperçu pianotant sur son portable. Et là, cette phrase, elle fait réagir. Et pas que moi, l'ensemble de la déficience visuelle et des personnes en situation de handicap invisible, puisque il est possible aujourd'hui de pouvoir pianoter sur son téléphone avec des dispositifs d'assistance vocale ou des zooms. Il est possible aussi d'entendre. Moi, quand j'arrive dans le studio, je vous dis bonjour, je sais où vous êtes, j'ai pas besoin de vous voir, je vous entends. Voilà. Et ça, c'est insupportable, parce que l'article dans son ensemble, il est de bonne qualité. Il est étayé, il est sourcé. Mais en revanche, cette phrase, elle jette le discrédit sur l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Et nous autres journalistes avons une responsabilité là-dedans, dans la manière d'apprécier le handicap dans notre société. Merci beaucoup. Bien sûr, Anthony Martin-Smith, judoka paralympique et consultant Sud Radio. Puis je voulais dire un petit mot sur les guides. Les guides qui aident les guides en cyclisme, sur les pilotes, en cyclisme, en athlétisme. Oui, ils sont considérés comme des athlètes à part entière. Ils reçoivent la médaille et ils recevront aussi la dotation prévue: 20 000 € pour la médaille de bronze, 40 000 € pour la médaille d'argent, 80 000 € pour la médaille d'or. Et en tout cas, je voulais leur tirer mon chapeau, parce qu'il y a une abnégation de mettre l'autre en avant au détriment de leur talent aussi, parce que ce sont des gens qui sont très talentueux. Et sans eux, on ne pourrait pas faire. Absolument. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu. On fait une petite pause. Une pause P-A-U-S-E. Pas une pause comme ça. Une pause, là. Vous êtes sur Sud Radio. C'est quand elle est fatiguée. Elle change d'accent. Elle fait la belge, la québécoise. Je parle belge pour Philippe Bilger. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
On est ensemble jusqu'à 19h, comme tous les jours, du lundi au vendredi. C'est le petit commerce de proximité, j'arrête pas de vous le dire, ça c'est sûr. Voilà. Avec des commerçants, hein. Ils ont parfois des trucs à vendre, d'autres moins. En attendant, ils sont autour de la table, Philippe Bilger, Françoise Laborde et Loïc Guérin. Et on va donner la parole au plus jeune, Philippe Bilger. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et c'est sur un livre de Jean-Michel Blanquer que vous allez faire votre tour de table, Philippe Bilger. Oui, alors j'ai l'habitude de lire à peu près tous les essais politiques. Alors on a les divertissements on peut tout à fait me désapprouver sur ce plan, mais j'ai été surpris, précisément à cause de cette habitude que j'ai, par la qualité et la singularité du livre de Jean-Michel Blanquer qui s'appelle La Citadelle. Il rend compte de son bilan et évidemment, il porte sur lui un regard très favorable, mais il a un très bon style et surtout c'est une réflexion sur le pouvoir, celui d'Emmanuel Macron qui, à la fin du mandat ministériel de Jean-Michel Blanquer, le laisse tomber parce que il a eu le tort de refuser d'être tête de liste au régional. Sur ceux qui entourent Emmanuel Macron, c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable parce que Jean-Michel Blanquer est sincère, authentique, libre et c'est tellement rare pour un ouvrage politique que vraiment je vous le recommande. Et il est très bon, aussi bien à l'oral d'ailleurs. Ce serait bien, ma chère Cécile, si un jour il pouvait venir. Je vais l'inviter. Ça s'appelle La Citadelle, le pouvoir, ses grandeurs, ses petitesses. Françoise Laborde, une réaction? Jean-Michel Blanquer. Alors, j'ai pas lu son ouvrage, mais ce que vous dites, cher Philippe, de la capacité d'Emmanuel Macron à laisser tomber ses amis ne me surprend pas. D'autant que pour avoir un peu discuté avec les macronistes de la première heure, vous savez, le premier cercle, Sibeth Ndiaye et toute cette équipe. Les Mormons. Les Mormons, ils ont disparu des écrans radars et je pense qu'ils n'ont plus jamais de nouvelles du patron. Mais donc, François, ils reviennent parfois, de manière intermittente, semble-t-il, mais ça n'altère pas du tout votre point de vue. Hein. Loïc Guérin. Alors moi non plus, je n'ai pas lu l'ouvrage. En revanche, une question, ce que j'en ai lu dans la presse, en tout cas, avait l'air de sous-entendre qu'il est particulièrement dur à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous avez constaté ça aussi ? Dans les 4 premières années, il dit qu'il a été soutenu absolument par le président. La dernière année, c'est une catastrophe. Lâcheté, Alexis Collère en prend pour son grade, et d'autres ont droit à des portraits acides. François Bayrou, à mon avis, à 2 reprises. Et très franchement blâmé et avec beaucoup d'esprit, hein, tout de même, du genre François Bayrou n'a une haute opinion que de lui-même, ce qui est assez connu, mais enfin bon. L'occasion de rebondir sur vous, Françoise Laborde, sur justement la littérature, sur on écrit plus finalement. Alors voilà, je voulais parler de la rentrée littéraire. Cécile, c'est une parce que c'est la rentrée littéraire, ça commence. C'est fin août, tout le mois de septembre, etc. Et alors là, cette année, nos amis libraires se félicitent parce qu'il n'y a que 460 romans pour la rentrée littéraire, ce qui est quand même pas mal. Oui. Et si on compare par rapport au nombre de livres édités en France chaque année, c'est 68 000 livres. Donc les marchands de livres, les libraires, disent non, jetez plus, la cour est pleine. On en publie beaucoup trop. Alors évidemment, rentrée littéraire, Amélie Nothomb fait partie de la rentrée littéraire. Ça fait 32 ans qu'elle fait les rentrées littéraires. Donc elle est là, fidèle au poste. Puis après les rentrées littéraires, on va avoir les prix littéraires, le Goncourt, le Renaudot, le Féminin, etc., etc. Et nous, on adore en France les prix littéraires, la littérature, l'intellect, etc. Mais la réalité des choses montre que on publie beaucoup, mais on lit beaucoup moins. Alors, 89% des Français se disent lecteurs. Formidable. Sauf que dans la lecture, ces livres-là, est-ce qu'il y a, il y a les livres qu'on lit à ses enfants le soir, donc si c'est pour lire Babar, votre petit dernier, bon, ça devrait pas compter normalement dans le roman que vous avez découvert. Si c'est les livres professionnels, ça devrait pas compter normalement. Et si c'est le livre que vous a imposé de lire votre professeur de français, ça ne devrait pas compter non plus. Alors, ce qu'on découvre en revanche, c'est que entre les 7-19 ans, il y a un tiers qui ne lit jamais aucun livre. Jamais.
Donc même pas les livres d'école. Et quand on regarde le nombre d'heures consacrées à la lecture, en moyenne en France, c'est 4 heures par semaine pour la lecture, contre 22h30 pour les écrans. Ah oui, d'accord. Alors, on peut toujours être optimiste en se disant, mais après tout, je peux lire sur écran. Mais la vérité, c'est que non. C'est quand même une minorité. En fait, ceux qui lisent sur écran, c'est les plus de 50 ans. Parce que d'abord, ils sont fatigués. C'est un livre, c'est lourd. Puis l'avantage de l'écran, c'est qu'on peut agrandir le format. Donc même quand on a perdu ses lunettes, on arrive à lire. Et puis la dernière chose qu'il faut dire quand même, ça sent le vécu, ça. Oui, absolument. C'est que la BD reste quand même un grand succès. Mais en France, on n'a pas encore considéré la BD comme étant un grand, comment dire, un grand genre littéraire. Mais c'est quand même préoccupant parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de nos enfants perdent la lecture automatique et ne sont pas capables, quand ils quittent l'école primaire, d'avoir cette lecture automatique qu'ils devraient avoir systématiquement en 6e. Combien de livres vous lisez, Philippe? Moi, depuis que j'ai Kindle, j'en lis plus que d'habitude, parce qu'évidemment, dès que je vois un livre, qu'il soit politique ou un roman qui me plaît, je peux l'avoir tout de suite. Alors, je lis beaucoup de choses, quoi. Mais ce que dit Françoise, il y a des méthodes d'éducation aujourd'hui qui, par exemple, pour les petits-enfants, disent si tu auras droit à un quart d'heure d'écran si tu lis pendant 1 heure. Vous voyez, faire une sorte de... Mais des deals, sont des deals. Oui, vous lisez, Loïc? Voilà. Oui, enfin j'essaye, mais... Vos plaidoiries? Pas assez. Je ne lis que ce que j'écris. Non, puis on a chacun notre méthode. Moi, c'est plutôt des petits points que des longues phrases. En revanche, pour les enfants, puisque j'en ai 2 de 13 et 15, et j'espère qu'ils m'entendent pas, sinon leurs oreilles ont sifflé, ils sont très bien, ils font partie des enfants qui lisent un peu. Mais j'ai eu cette bagarre pas plus tard que cet été, en essayant ce genre de deal. Je ne dis pas que j'ai parfaitement réussi, je ne prétendrai pas, mais j'ai quand même réussi à imposer la lecture d'1 ou 2 ouvrages. En plus, ils sont bilingues dans 2 langues. Mais c'est une bagarre, effectivement. Et ils lisent dans 2 langues différentes? Oui, ils sont bilingues, en français ou en allemand. Et d'ailleurs, le collège et le lycée avaient imposé un certain nombre de lectures, mais je confirme qu'effectivement, c'est plutôt exceptionnel d'obtenir qu'ils lisent des livres. Eux le font encore un peu. Les camarades de classe, pour beaucoup, malheureusement, beaucoup moins. Et on a perdu à l'école cette habitude qui consistait à faire de la lecture à haute voix des enfants, ce qui les mettait en majesté devant toute la classe, et ce qui était un épisode formidable. Et qui était très bon, justement, de savoir parler en public et de lire en public. Absolument. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de Loïc Guérin, l'enquête qui vient d'être initiée aux États-Unis sur le financement des campagnes de désinformation qui utilisées par plusieurs influencés connus. Ça, c'est une bonne nouvelle. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix pour ce qu'on peut appeler cette dernière ligne droite de la première semaine des vraies voix après ces vacances d'été 2024, en compagnie bien évidemment de Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Laborde et Loïc Guérin. Et c'est maintenant le tour de table de Loïc Guérin, et vous voulez parler des influenceurs aux États-Unis. Oui, exactement. En fait, on avait parlé il y a quelques temps à cette émission de ce qu'on appelait les doppelgangers. C'est le nom allemand germanique qui fait référence à la mythologie germanique. C'est-à-dire ces espèces de trolls très organisés, d'usines à trolls ou pas d'ailleurs, et de relais favorables à la dictature russe et à son programme qui est à la fois d'affaiblissement des démocraties, mais aussi de manière assez insidieuse, passation, si je puis dire, de petits messages, directs ou pas, favorables à leur zone d'influence en Europe ou aux États-Unis. Et bien de la même manière, cette semaine, deux événements importants se sont déroulés aux États-Unis qui pourront avoir un impact sur les élections d'ailleurs. D'une part, le département de la justice américain vient de fermer, de saisir un certain nombre de noms de domaines de sociétés qui étaient, et on l'a vécu en France, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 1 ou 2 ans, créer des noms de domaine quasi similaires à des noms de domaine connus, comme le Washington Post ou autre, et créer des faux articles, avec évidemment de fausses informations, toutes plus ou moins subtilement favorables à la propagande, évidemment, de Vladimir Poutine,
soutenant dans l'ensemble plutôt l'extrême droite américaine et Trump pour obtenir le maximum d'influence. Ça, c'est le premier événement. Cette même semaine aussi, le FBI et les organismes de lutte contre ce genre d'événements ont ouvert une enquête et ont mis en cause un certain nombre d'influenceurs. Ça, c'est sur un autre type de support. Ces influenceurs-là, par le biais d'une société qui est en réalité subventionnée par les Russes, directement, cercle direct autour de Poutine, ont reçu plusieurs millions. Chacun était payé jusqu'à 400 000 euros par an. 10 millions en l'occurrence ont été au moins identifiés, versés à cette société qui a généreusement alimenté un certain nombre de relais. On parle de plus de 7 millions de personnes qui étaient abonnées à ces relais-là, donc beaucoup d'influence. De vidéos en particulier sur YouTube qui étaient livrées clé en main par la propagande russe. C'est très insidieux et je voulais monter un peu ça en épingle parce que d'abord en France on n'a pas assez vu ce genre de lutte contre l'influence néfaste et d'autre part je sais qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui de bonne foi, naïvement, peuvent se laisser entraîner sans même s'en rendre compte à suivre un peu ce genre de chaîne ou d'influenceurs en disant après tout, sur cette vidéo, elle est exacte, elle critique le gouvernement actuel, à juste titre, et passer ensuite à l'étape suivante qui finissent par adhérer à des thèses qui pour le coup sont contraires aux intérêts nationaux ou tout simplement à nos démocraties. Philippe Bilger. Est-ce qu'on se rend compte, Loïc, forcément, à un moment donné, que c'est des influences délétères ou pas du tout? Non, d'ailleurs, parce que c'est sur Twitter, entre autres, les réactions de certains. Alors, il y a un nom, Tim Pool, qui m'a absolument rien dit il y a encore quelques jours, qui a plusieurs millions d'abonnés, je crois, 2 ou 3, se défend en disant moi, le indictment, la mise en cause, la poursuite, ne me vise pas en tant qu'auteur, mais en tant que victime. J'ai été abusé par. Cela dit, bon courage pour sa défense, parce que les centaines de milliers d'euros qui lui sont versés pour diffuser ce genre de vidéos, il va falloir difficilement l'expliquer. Et pour répondre à votre question plus précisément, ça va être le débat. Lui dira, je ne le savais pas, ça se voyait pas, etc., etc. Mais mis bout à bout, ces milliers de vidéos qui circulent, c'est une ou deux, non, on le voit pas, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais mis bout à bout, on voit bien qu'il y a un message, il y a une stratégie de sape, réellement, qui vise soit à soutenir un candidat disruptif comme Trump, soit au contraire à sabrer une politique qui est défavorable à la dictature poutinienne. François Delaborde. Merci, parce que c'est en effet passionnant. Moi, je suis très frappée de voir que aujourd'hui, avec le jeu des algorithmes, alors vous parlez de Twitter, enfin de X, ou on pourrait parler de TikTok. On est en effet, dès qu'on est intéressé par un sujet alimenté, etc., etc. Et moi, j'étais très frappée cet été. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a quelque chose par le nombre de gens qui se sont fait gruger par des personnalités qui proposaient de la crypto-monnaie. Et là, c'est grâce à l'intelligence artificielle, un certain nombre d'acteurs, y compris d'ailleurs de présentateurs et de journalistes, disaient dans des vidéos qui avaient été retravaillées avec l'intelligence artificielle, évidemment, ça n'est pas avec ma chaîne que je gagne de l'argent, j'ai investi dans la crypto-monnaie, faites comme moi et allez investir sur tel site. Il y a même eu un fake avec Alain Delon après sa mort. Absolument. Et aujourd'hui, il y a, alors là, je parle de choses purement matérielles, hein, c'est même pas jouer de l'influence politique. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de sites comme ça, moi j'ai été contactée par des amis qui m'ont dit mais j'ai vu tel présentateur de télévision faire la publicité pour telle crypto-monnaie. J'ai dit mais non, c'est un fake, ça n'existe pas, jamais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on recherche aussi en France. Je suis pas sûr qu'on soit parfaitement équipé, pour être franc. Quand on voit les moyens de la justice en général, je dirais qu'on est mal parti. Parce que pour être franc, même si en face, au parquet par exemple, on affirme qu'on poursuit X% d'escroqueries sur Internet ou par les réseaux, la réalité tangible, c'est quand on se fait vider son compte, qu'on dépose plainte, on nous explique dans les services de police, écoutez, de toute façon ça part à l'étranger, c'est fini, on laisse tomber. Donc, on est mal parti, je dirais. Donc avec l'intelligence artificielle, plus en effet les algorithmes, on va se faire abreuver par toutes sortes de fausses infos. D'où la nécessité, c'est un peu l'objet du message ce soir. Pour ça qu'on est là, on veille. Voilà, d'être toujours attentif, vigilant, toujours vérifier les informations, ne pas reprendre. Exactement. Il est excellent pour Internet, c'est essentiel. Excellent. Merci beaucoup pour ce sujet, Loïc Guérin. Dans un instant, on va revenir sur ce procès très attendu. Victime dans le procès des viols de Mazan, Gisèle Pellicot a annoncé donc décliner les cagnottes de soutien. Ses avocats précisent qu'elle souhaite préserver la dignité de ces débats. Alors parlons vrai, est-ce que lancer des cagnottes sans l'aval des personnes concernées ne pose pas question? Est-ce que cette initiative en plein procès n'était pas malvenue? Et à cette question, saluez-vous la décision de Gisèle Pellicot de refuser des cagnottes pour préserver la dignité des débats? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir?
On attend vos appels au 0826 300 300. On aimerait bien avoir votre avis puisque beaucoup d'entre vous ont déjà donné pas mal de sous. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient dans un instant, on fait une petite pause. Les vraies voix jusqu'à 20h. 19h, pardon. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Camille. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous êtes déjà sur la route pour partir en week-end, pour rentrer à la maison, ou peut-être que vous faites l'inverse en fait. Vous venez de quitter votre maison pour aller travailler, puisque vous travaillez plutôt, vous êtes plutôt du soir. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous accompagner dans ces allers-retours et dans votre quotidien avec tous les jours Philippe Bilger qui est avec nous. Et c'est un immense plaisir. Et puis ça tourne de l'autre côté, mais ils reviennent aussi quand même assez souvent. Hein. Loïc Guérin qui revient pas assez souvent. Françoise Laborde qui revient pas assez souvent. Françoise de passage. Oui, Françoise de passage, mais Françoise, une organisation quand même. Tout à fait. Mais en même temps, je suis retraitée, donc la retraite, ça demande du temps et c'est beaucoup d'activités d'être retraitée, vous savez. Vous avez des idées à certains, à mon avis. On croit qu'on n'a rien à faire quand on est retraité. On n'arrête pas. C'est fou. Et avec bien sûr mon Philippe David, mon compagnon du jour, de tous les jours. Ma compagnonne. Et vous, 0826 300, j'en profite pour remercier notre formidable équipe pour ce démarrage, et puis Justine qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est revenue dans l'équipe et qu'on est ravis d'avoir récupéré. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Main dans la main, ils forment comme une barrière pour protéger leur mère. Et pourtant, c'est une femme forte qui s'est exprimée ce matin à la barre, presque inébranlable. Nabila a lancé puis fermé une cagnotte pour offrir une nouvelle vie à Gisèle Pellicot. L'influenceuse a décidé de faire appel à sa communauté de 9,3 millions de followers sur Instagram pour aider la septuagénaire à se reconstruire. Il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Voilà. Gisèle Pellicot, victime au procès des viols de Mazan, et face à son ex-mari, à une cinquantaine de co-accusés après avoir refusé le huis clos pour que la honte change de camp. Selon elle, elle vient de refuser les cagnottes de soutien, souhaitant plutôt préserver la dignité et la sérénité des débats. C'est ce qu'ont dit ses avocats. Alors parlons vrai, auriez-vous imaginé qu'une telle affaire puisse arriver? Est-ce que dans cette affaire, la honte a définitivement changé de camp, vu le comportement très digne, plus que digne, de Gisèle Pellicot? Saluez-vous la décision de Gisèle Pellicot de refuser des cagnottes pour préserver la dignité des débats? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, dans ce procès, dans cette affaire qui ne cesse de faire parler, c'est vrai que les cagnottes, il y a un côté gentil, attentionné du public, et pour vous, est-ce que ça brouille le message? Alors, pour moi, la honte n'avait pas besoin de changer de camp. Dès le début, elle était dans un camp et pas dans l'autre. Deuxième élément, cette victime, cette épouse violée dans des conditions épouvantables et répétitives, a depuis le procès une attitude exemplaire. Ça n'est pas simple d'être une victime comme ça. Parfois, on n'a bizarrement pas le comportement qu'on attend, qui est attendu. Elle est remarquable, et donc je comprends tout à fait qu'elle veuille, pour sauvegarder la dignité du procès et sa propre destinée. Elle n'est pas en train de quémander des fonds. Elle veut demeurer elle-même dans ce qu'elle montre depuis le début, et c'est tout à fait essentiel. Alors j'ajouterais juste une chose, ça ne veut pas dire que parfois je n'ai pas été favorable à certaines cagnottes lorsque les procès sont engagés, discutés. Prenons l'exemple de Naël. Lorsque j'ai entendu la mère de Naël lancer l'idée d'une cagnotte, et que j'avais le sentiment qu'on aggravait encore la présomption de culpabilité à l'encontre du policier, j'avais approuvé Jean Messia, qui avait lui-même créé une cagnotte à rebours. Mais ça n'est pas une habitude, et là je suis à fond pour la suppression de la cagnotte.
Françoise Laborde. D'autant que je crois qu'une des enfants justement de Gisèle Pellico a créé une association pour justement aider les femmes qui seraient victimes de situations similaires, et qu'elle a incité plutôt à donner pour financer l'association que pour aider sa mère. Mais pour aller au-delà, ce qui est important, c'est que dans cette affaire, moi ce que je trouve formidable, enfin encore que le mot soit mal choisi, c'est que les prédateurs sexuels soient désignés comme tels et qu'en effet condamnés comme tels peut-être demain. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps quand même en France, on a eu tendance à attendre un peu. Je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Claudine Cordani, qui a été la première en 1985 à demander que le huis clos soit levé alors qu'elle avait été victime de viol. Mais il y a eu tellement d'histoires après de viols qui ont mis tellement de temps. Il n'y a pas très longtemps encore, rappelez-vous l'affaire de Joël Skordanek, ce médecin qui a violé près de 300 enfants. Des années d'activités immondes comme ça avant qu'on ne l'arrête et qu'on le condamne. Il y a eu aussi des histoires scandaleuses où un juge, un procureur de la République qui avait proposé sa fille sur les réseaux sociaux, il a été condamné à de la prison avec sursis alors qu'il proposait sa fille de 12 ans sur les réseaux sociaux. Donc il n'est pas simplement important que la honte change de camp, il est important aussi que la justice fasse son travail et condamne avec beaucoup de sévérité les prédateurs sexuels. Loïc Guérin. Sur la cagnotte, qui était un peu l'objet de la question, je regrette beaucoup que ça vienne effectivement masquer un peu le message. Et évidemment, ça va sans dire, mais autant le répéter, et c'est extraordinairement propre de la part de la victime. Attention au micro. De refuser ce genre de cagnotte, parce qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui s'opère. Et ce qui me gêne et ce qui m'agace profondément, c'est que cette instrumentalisation-là, elle me rappelle d'ailleurs les fameux influenceurs des réseaux sociaux, où finalement ils n'ont pas grand-chose à offrir, si ce n'est eux-mêmes une espèce de narcissisme mal placé et généralement bien pensé pour leur poche. Là, c'est de la même manière. Je lance l'ouverture d'une cagnotte, j'ai pas mis 1 euro dedans ou pas grand-chose, et j'attends des autres qu'ils versent de l'argent pour quelqu'un, et j'en tire personnellement profit sur le plan médiatique, parce que c'est moi qui apparaît comme le chevalier blanc. Alors qu'elle n'a strictement rien à faire, rien à apporter. Une fois encore, ça a l'air d'être quand même sa marque de fabrique à la personne en question dans ce dossier-là. Elle n'a rien à apporter, elle n'a rien à y faire. Donc il est bien qu'elle soit écartée dès le début, qu'on ne parle plus d'elle, et qu'on s'attache au principal en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation générale des Français de se dire comment on peut aider. En fait, c'est ça. Et ça, c'est peut-être. Absolument. C'est ça le fait. Je suis frappé par ce que j'appellerais les moutons de Panurge de la générosité. C'est-à-dire, à un moment donné, des gens peut-être de bonne foi créent des cagnottes avec évidemment les risques d'instrumentalisation. De la même manière, pardon de faire un rapprochement qui va peut-être vous choquer, moi j'en ai par-dessus la tête à la suite de tragédies par l'instauration systématique de marches blanches qui ne servent rigoureusement à rien. C'est automatique, il y a une sorte de générosité systématique et mécanique qui m'agace, mais c'est sans doute parce que j'ai moins de cœur que vous tous. Il y a une chose pour rebondir. En réalité, ça a toujours existé bien avant les réseaux sociaux. On n'avait pas besoin de TikTok, de WhatsApp ou je ne sais quoi pour aider financièrement une famille qui était éventuellement dans le besoin. D'abord, en général, il faut que le besoin soit exprimé et c'est à la famille de déterminer si oui ou non elle a besoin. Elle n'a pas quémandé, on ne va pas l'abaisser à la faire quémander alors qu'elle ne l'a pas souhaité. 2, ça se passe par des associations qui généralement sont montées par la famille à son initiative ou les proches, ou même parfois aidées par leurs conseils qui ont quand même besoin malheureusement de travailler et de vivre et qui, voyant la famille dans le dénuement, disent si les personnes peuvent aider, eh bien on monte une association. Françoise Laborde. Sur le côté qui est intéressant, c'est effectivement l'association de l'une de ses filles. Et cet argent pourrait d'une manière ou d'une autre servir à la prévention, par exemple. Oui, et puis aider des femmes qui pourraient être en effet se découvrir, en effet avoir être mises sous camisole chimique et victimes de viol et qui, ne sachant pas comment s'organiser, peuvent faire appel à cette association. Alors je connais pas le nom de l'association qu'a monté la fille de Gisèle Pellico, mais c'est en
effet ce qu'il y a de plus utile dans son cas. Et c'est vrai que vous avez raison, à un moment donné, les influenceurs qui ont besoin qu'on parle d'eux et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour... La même personne, d'ailleurs, a recommandé récemment ses livres favoris. Donc, tout peut arriver. Maintenant, ils savent lire. Ouais. Donc, et demain, ils seront comptés. Petite question, Loïc Guérin. Les co-violeurs, je ne sais pas comment on peut les... Les violeurs. En l'occurrence, c'est 52. Oui, c'est mais violeurs. voilà, les violeurs, voilà. Mais il y en avait plus que ça. Hein. Oui, il y en avait plus que ça. Oui, plus 80, presque 92. Le risque, c'est quoi ? Alors, il faut voir les qualifications, ça va varier, mais alors en plus, il y a un dossier qui est extraordinairement dur. Enfin, c'est assez exceptionnel. Je n'ai jamais, ou presque jamais, entendu parler d'un dossier de cette nature. Aussi violent, aussi systématique, aussi long dans le temps, aussi assumé. Parce que l'individu, j'ai cru lire qu'il est poursuivi, il a même reconnu des faits dans une autre procédure, voire dans 2 autres procédures. Des faits plus ou moins graves, dont certains assez graves, puisqu'une tentative d'agression sexuelle, voire de viol. Il va prendre le maximum prévu. Alors, je n'ai pas regardé les textes exacts, mais on parle de 20 ans possible, largement. Voilà. Il va approcher les 20 ans. Lui, il va approcher les 20 ans. autres sans vouloir préjuger. Je ne préjuge pas, évidemment, de la décision qui appartient pas. Bien entendu, les organisateurs, mais les autres. Mais les autres, ça va varier selon leur implication. Très différents. Ouais. Et après, c'est là où il faut mettre du recul. Là, je suis vraiment dans mon rôle pour le coup. On peut pas juger comme ça sur des éléments qu'on jette comme ça en pâture dans les médias. Le dossier, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas pour rien qu'on confie ça à des magistrats avec l'intervention des avocats, y compris en défense, parce qu'il faut qu'ils soient défendus. Et les jurés ou les juges vont trancher au regard de chaque cas particulier. On peut pas faire un tir à la louche. Il y a des accusés qui n'ont jamais été condamnés, qui l'ont fait une seule fois. D'autres l'ont fait 5 à 6 fois. Alors ils seront tous condamnés. L'un a même été initié à faire la même chose sur sa propre épouse. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Voilà. Donc il y aura des sanctions un peu différentes. Mais elles seront a priori assez lourdes. Pour lui, est-ce que dans un cas comme ça, je n'y connais pas grand-chose, est-ce que les enfants peuvent porter plainte contre leur père ? Bien sûr. Ils peuvent se constituer partie civile, bien évidemment. D'ailleurs, en général, ils le font. Enfin, il faut voir après. Ça peut varier. Là, en l'occurrence, l'une des filles a été, semble-t-il, victime. Donc là, il n'y a même pas de question pour elle. Même pas de question. Elle se demande même d'ailleurs si ça lui est pas arrivé. Elle s'est retrouvée dans les photos, mais il n'y a pas de photos d'elle dans une. Et quand on pense qu'il aurait pu ne pas être pris, c'est le pur hasard. Suite à des prises de photos dans un magasin. Absolument. L'horreur est effectivement juste un mot, mais c'est quand même avoir conscience de l'incroyable horreur de ce dossier-là. C'est pas une affaire de viol classique, loin s'en faut. Mais le pire, c'est que c'est quelqu'un qui a été violé sans qu'elle le sache. Si je ne me trompe pas, ça a duré pendant 10 ans et elle va réaliser à l'audience en direct. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que par le biais de son avocat elle a eu accès au dossier, mais elle a réalisé dans le cadre de la procédure finalement à quel point elle a été violée et abusée. Donc c'est absolument affreux. Mais j'allais dire ce qui est aussi exceptionnel dans cette affaire, c'est que tout a été filmé. Sinon personne ne l'aurait cru. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Elle l'aurait surtout pas su. C'est clair. Oui. Merci 1000 fois en tout cas d'être venu aujourd'hui, Philippe Bilger, Françoise Laborde, Loïc Guérin. C'était une très bonne émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci mon Philippe David. Merci ma très chère Cécile. On se retrouve lundi à 17h. Je suis pas si chère. Dans 10 jours, mon anniversaire, je serai chère. Mais pour l'instant, je suis pas chère. Vous pouvez y aller. Vous savez que c'est un week-end, c'est la grande reprise du Top 14 sur la radio du rugby. Salut Alexandre Priam. Salut Alexandre. Salut les vraies voix, comment ça va ? Écoutez, on est content de vous retrouver. Toujours content de te retrouver, oui. Alors, on va commencer par de la Pro D2 ce soir avec comme choc Grenoble-Provence Rugby. Et après, comme je le disais, retour du Top 14, le plus beau championnat de rugby au monde. Le plus grand championnat de rugby au monde, effectivement. C'est dès demain sur Sud Radio avec toute l'équipe. On a très hâte de vous retrouver, amoureux du Top 14, pour cette première journée qui s'annonce absolument exceptionnelle. Mais d'abord, ce soir, effectivement, deuxième journée de Pro D2 et c'est déjà un championnat qui nous a réservé beaucoup de surprises avec le multiplex à 19h30 dans quelques instants Soyons Angoulême-Brive et puis à 21h Grenoble face à Aix-en-Provence avec notre nouveau commentateur Pierre Amiche ce soir en direct du Stade des Alpes qui s'annonce complet, en tout cas bien garni du côté de l'Isère. Très belle soirée qu'on va vivre ensemble jusqu'à 23h. On y sera. Merci beaucoup, merci à tous et on vous retrouve lundi à 17h pour les vraies voix avec Philippe David. Passez un excellent week-end, on embrasse notre équipe formidable. Salut.